En termes d'alimentation, l'alimentation IGBA, c'est pas un truc bizarre. On te demande pas de manger que des protéines ou d'enlever tout le gras ou plus du tout de glucides, non. Aujourd'hui, on reçoit la merveilleuse Bérengère Philippon, autrice de 5 ouvrages sur l'alimentation à IGBA. L'alimentation à IGBA, comment est-ce qu'on pourrait expliquer tout ça? un index glycémique bas, c'est-à-dire qu'ils vont éviter qu'il y ait trop de sucre qui arrive dans le sang d'un coup. C'est pas se dire j'enlève des choses, c'est que je remplace par des choses qui sont mieux, qui vont mieux me rassasier. Quand on mange un index glycémique bas, et ben comme tu manges moins sucré et que tu manges plus de fibres, tu aides vraiment à rééquilibrer ton microbiote. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on digère mieux, qu'on a moins de problèmes de santé, qu'on a un système immunitaire qui est beaucoup plus performant. C'est vraiment le cercle vertueux. J'imagine que tu as fait une transition pour en arriver là. Tout dépend d'où tu pars. Un petit mois, on va dire, où le corps va vraiment être en manque. J'avais tendance à surtout craquer le soir, tu vois, prendre biscuits, chocolat au lait le soir, donc le truc pas terrible. Donc c'est vrai qu'après, je me suis dit, déjà, il faut que je mange suffisamment. Le midi et le soir, déjà. Il faut se dire qu'il faut la moitié de son assiette. À la fin de cet épisode, je suis sûre que l'indice glycémique n'aura plus de secret pour vous. Et si vous avez encore des questions, écrivez-nous ou laissez-nous un commentaire, on sera ravis de vous répondre. Et au passage, vous pouvez toujours liker et partager cet épisode. Allez, je vous laisse avec Bérengère. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Simply Well. Aujourd'hui, je reçois Bérengère Philippon. On va parler ensemble d'indice glycémique, on va parler de sucre. Et est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus justement de ce processus-là en fait? Est-ce que t'as pas vraiment eu de problème, mais t'étais plus en prévention. Donc un jour, t'as décidé en fait qu'il fallait que tu te poses plus de questions sur ton alimentation, sur le sucre, parce que justement, il y avait des antécédents de diabète. Et ça a été quoi en fait ton cheminement, ton processus de dire, OK, là, je vais faire beaucoup plus attention au sucre. Comment tu t'es renseignée? Comment ça a fonctionné? En fait, c'est vers, évidemment, à peu près la charnière, à 39 ans, très précisément. OK. J'ai commencé en fait un peu à prendre du poids et c'est vrai que à me sentir encore plus fatiguée, tu vois, à avoir vraiment des coups de pompe énormes. Et je me suis dit, faut faire quelque chose parce que je voyais de plus en plus autour de moi en fait des amis qui avaient des problèmes de santé. Et je me suis dit, j'ai pas envie de me retrouver dans 10 ans avec soit un diabète, soit des problèmes de maladies inflammatoires, etc. Comme je voyais que je commençais à me sentir fatiguée, à avoir cette prise de poids qui était qui n'a jamais, j'ai toujours fait un peu attention au poids, mais sans vraiment trop insister dessus. Et j'ai jamais vraiment pris, tu vois, un petit peu pendant les grossesses, mais après je reperdais un petit peu. Et là, ça augmentait, mais ça rebaissait plus. Donc je me suis dit, oula. Alors au départ, j'ai essayé de me mettre au sport comme tout le monde, mais bon, ça n'a pas suffi. Un jour, j'ai vu un livre dans un supermarché où il y avait écrit, réduire le sucre. Et puis je me suis dit, ah oui, c'est sûr que moi, c'est ce qu'il me faudrait. Et puis j'ai commencé là à m'acheter plein de livres sur le sucre. C'est quelque chose qui me tenait à cœur de bien comprendre. Et en fait, en comprenant vraiment plein de choses dessus, je me suis rendu compte qu'en fait le sucre il était partout. C'était pas seulement dans tout ce qui avait un goût sucré, dans tous les féculents en fait. On va dire, tous les féculents, le pain, en fait, c'est de l'amidon derrière. Et l'amidon, c'est quoi? C'est des grandes chaînes de glucose. Et le glucose, c'est du sucre. Et donc, je me suis dit, ah oui, donc ça va beaucoup plus loin que ça. Donc, je me suis dit, je vais essayer de revoir les choses. J'ai fait des expériences sur moi parce que j'avais aussi eu un diabète gestationnel donc pendant ma grossesse. Donc, ça m'a aussi mis la puce à l'oreille sur le fait que j'étais sensible au sucre. Mon frère et mon père sont diabétiques. Ouais. J'ai changé les choses petit à petit, et tout de suite, ça y est, j'ai commencé à avoir des bénéfices. Donc, la perte de poids, qui a été lente parce que c'était pas un régime hypocalorique, pas du tout. C'était juste une autre façon de manger. Mais la perte de poids a commencé à être, elle est venue tout doucement, mais progressivement, et elle est restée. J'ai pas repris après les kilos en plus. Et puis après, j'ai découvert plein d'autres bénéfices. Il est impressionnant. Okay. Par exemple, j'avais des problèmes de constipation depuis mon adolescence. C'est parti. J'ai commencé à plus avoir vous savez, tu sais, en général, quand les 15 heures, après le repas, on a envie d'une petite sieste à ce moment-là. Moi, c'était tous les jours, quoi. Je piquais du nez à 15 heures, et là, ça s'est calmé. Et puis, j'avais l'impression d'avoir plus d'énergie. Et petit à petit, en fait, j'ai découvert plein d'autres bénéfices. Et au départ, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ça ou pas? Puis, en fait, au fur et à mesure, je dis, ah mais oui. J'ai aussi plus de problèmes du tout de peau parce que j'avais des petits problèmes d'acné qui persistaient. C'est parti du jour au lendemain, plus aucun bouton d'acné, alors que j'en avais toujours un peu même à 40 ans. Donc c'est là où je me suis dit, ah oui, en fait, il se passe quelque chose quand même de beaucoup plus important derrière. Waouh, c'est quand même incroyable.
Et du coup, à partir de là, est-ce que tu as décidé donc de partager en fait cette expérience-là? Donc, tu as créé ton compte Instagram et petit à petit, tu as écrit des livres. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé? Parce qu'aujourd'hui, ton compte, je pense il a plus de 265 000 abonnés, si je me trompe pas. Ben c'est ça. En fait, ça a vraiment été, c'est tellement incroyable parce que tout ce que j'avais tenté comme pseudo-régime, tu vois, ça n'avait jamais marché. C'était hyper frustrant. Enfin, tu vois, moi, je suis quelqu'un de très gourmande, donc d'ailleurs, j'ai jamais vraiment réussi à faire un vrai régime, tu vois, sur la durée. C'est pour ça que je me suis dit là, en fait, je trouvais c'était magique presque, enfin, tu vois. Et c'est là que je me dis, il faut absolument que je partage ça. Et c'est vrai qu'en lisant énormément de choses, je me suis dit, ben moi, c'est ça qui m'a permis d'aider. À y arriver. Et donc, je me suis dit, si j'écrivais un livre, alors, au départ, je m'étais dit, je vais plus écrire, tu vois, quelques notes pour mes amis, pour leur en parler. Et j'avais besoin, en fait, de tout mettre à un endroit. Et puis, jusqu'à un moment où je me suis dit, attends, mais là, j'ai tellement d'infos, de détails. Je me suis dit, et si j'écrivais un livre? Et puis, j'ai commencé aussi à partager en créant un compte Instagram. Et petit à petit, bah, ça s'est mis en place. Mon premier livre est sorti, qui s'appelle Je réussis ma détox du sucre. Et je me suis dit là, c'est vraiment un condensé assez visuel pour que les gens comprennent vite. Et derrière, après, qu'il y ait des recettes, évidemment, des choses pratiques, parce qu'évidemment, il faut aussi de la pratique. Et il y a plein de gens qui m'écrivent tous les jours sur Instagram en me disant, ben voilà, j'ai réussi à perdre enfin du poids, j'ai réussi à retrouver une meilleure santé. Enfin, et qu'on soit diabétique ou pas, parce qu'il y a des personnes, tu vois, évidemment, qui ont besoin de réduire le sucre quand tu fais du diabète, mais la plupart des gens qui me suivent, ils sont pas diabétiques. Mais c'est juste qu'ils voient les effets positifs derrière. Je trouve que c'est vraiment incroyable parce que je te suis sur les réseaux, puis je vois les recettes que tu partages aussi. Ça a l'air simple dans le sens où la nourriture c'est pas compliqué, c'est pas des recettes qui demandent beaucoup de temps, ça a l'air gourmand, etc. Puis je pense qu'il y a aussi cette peur des fois quand on dit, mais je pense qu'on va y revenir. L'idée, c'est aussi d'établir un peu c'est quoi la nourriture AIG bas, mais il y a la peur un petit peu de c'est fade, c'est sans saveur, je vais avoir faim, oui. Si j'ai pas les pâtes et le pain, par exemple, genre, je vais avoir faim, en fait, je vais me sentir pas rassasiée. Par exemple, si quelqu'un écoute l'épisode puis a ces pensées-là, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? En termes d'alimentation, l'alimentation IGBA, c'est pas un truc bizarre, dans le sens où on te demande pas de manger que des protéines ou d'enlever tout le gras ou plus du tout de glucides. Non, ça va être juste de se dire, on va manger des glucides, oui, mais on va faire quand même attention à la quantité. On va pas exagérer les quantités parce que on en mange plutôt, il faudrait que ça dépasse pas 45% de son alimentation, on va dire, et on est plutôt des fois à 70, quoi, en termes de glucides. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment rééquilibrer les choses. Mais ça va être choisir évidemment des féculents qui vont être à index glycémique bas, c'est-à-dire qui vont éviter qu'il y ait trop de sucre qui arrive dans le sang d'un coup. Et ça, en fait, c'est tout simplement des féculents qui vont avoir en fait des fibres. Et les féculents qui contiennent des fibres, c'est ceux qui sont entiers. Par exemple, les pâtes, plutôt complètes. Le quinoa, il y a plein de choses. En fait, toutes les légumineuses aussi, tout ça, ça va être des féculents qui vont être complets et qui vont vraiment en fait permettre de réduire cet index glycémique. Et l'avantage aussi, c'est que c'est beaucoup plus rassasiant, puisqu'en fait tout ce qui contient des fibres, ça rassasie. Ouais. Et par exemple, tu vois, je donne un exemple tout simple, mais quand tu prends un gros plat de pâtes classique, moi je vois mes enfants, ils prennent une quantité astronomique et je me dis mais comment ils peuvent mettre tout ça dans leur ventre? Et des fois ils en redemandent et je me dis mais c'est pas possible. Et c'est des enfants, mais en général, quand je leur donne des lentilles, c'est pas du tout. Alors, je fais pas des lentilles, évidemment, ça c'est moins sympa en saveur entre guillemets, mais des lentilles un peu cuisinées, tu vois, avec des choses dedans, un truc un peu avec de la sauce, etc., avec des épices. Ils aiment bien, mais ils m'en prendront beaucoup moins en quantité parce que tout de suite ils vont être beaucoup plus vite rassasiés. Et c'est vrai que c'est ça qui va faire la différence parce que tu vas être rassasié sur le moment plus vite, donc tu manges moins en quantité, et même après sur la durée, c'est-à-dire que 2 heures après le repas, tu vas pas avoir à nouveau faim. Qui est le danger en fait de tout ce qui est pain, pâte, tu vois, avec de la farine de blé raffinée. 2 heures après le repas, tu peux encore avoir faim et tu vas aussi avoir une baisse de régime et cette envie de dormir en fait. Et c'est pour ça que si tu manges des choses plus riches en fibres, ça va tenir sur la durée. Tu auras moins faim, tu vas moins craquer, tu manges moins en quantité et c'est ça du coup un peu, on va dire, le secret un peu de cette alimentation. Après, c'est aussi une alimentation qui enlève pas tous les lipides, tu vois, toutes les graisses. Parce que souvent, c'est ça qu'on voit, on mange plus de gras. Mais le problème, c'est que derrière, quand on mange pas assez de gras, on a un problème, des problèmes hormonaux. Parce que les hormones, pour être fabriquées, ça donne gras.
Alors, évidemment, là aussi, tout le gras et tous les graisses, on va dire, sont à index glycémique bas. Donc, on pourrait se dire, chouette, tu peux manger n'importe quel gras. Sauf que, là aussi, il faut être assez logique. Il faut quand même faire attention à l'équilibre des graisses. Donc, ça veut pas dire qu'on n'a plus le droit au fromage, tu vois, ni à la crème, mais ça veut dire qu'il faut en prendre un peu moins en quantité et qu'il faut plutôt mettre en avant, tu vois, des bonnes graisses, des noix, des amandes, des huiles d'olive, des huiles de lin, etc. Ce gras, c'est ça aussi qui donne du goût. Puis après, moi, dans ma cuisine, je mets beaucoup d'herbes, d'épices, et du coup, résultat, t'arrives à te faire plaisir en mangeant. Et c'est vrai que c'est ça qui fait la différence, c'est que t'arrives à tenir sur la durée et à continuer. Complètement. Parce que je pense que ça fait beaucoup d'informations de façon générale pour les gens au niveau de l'alimentation. On ne sait plus trop. Il y a les bonnes graisses, les mauvaises graisses, les sucres lents, les sucres rapides, les sucres rajoutés. Comment est-ce qu'on se retrouve là-dedans, par exemple? Si on devait définir l'alimentation à IG bas, genre comment est-ce qu'on pourrait expliquer tout ça? Pour l'expliquer simplement, en gros, on va dire ce qu'il faut retenir, c'est que déjà, dans une assiette, je parle du midi et du soir, on verra après pour le petit déjeuner, le midi et le soir, déjà, il faut se dire qu'il faut la moitié de son assiette avec des légumes. T'as la moitié de ton assiette donc avec des légumes, t'as un quart avec des protéines, parce que ça, il faut pas faire l'impasse dessus, et les protéines, c'est rassasiant, donc c'est important aussi d'en garder. Donc évidemment, on a en tête poisson, viande, mais il y a plein d'autres choses. Hein. On peut prendre du tofu, on peut prendre des œufs, du jambon, des crustacés. Et puis ensuite, une fois qu'on a mis dans cette partie un peu féculent, protéines, on va rajouter des féculents. Et là, faut essayer de choisir des féculents qui ont un index glycémique bas. Donc, choisir des versions complètes pour les pâtes, le riz, ou sinon, aller sur le quinoa, sur le sarrasin, sur l'épeautre. Il y a plein d'autres céréales en fait que souvent on oublie, qui peuvent être intéressantes, ou voilà, des légumineuses. Et après, là où il faut faire attention, c'est sur le dessert, forcément. Voilà, le dessert, si on rajoute plein de sucre dedans, là, ça va pas le faire. Mais là aussi, il faut y aller par étapes. Parce que c'est difficile. Moi, j'étais très, très bec sucré. Donc, tu vois, en général, je prenais une petite salade et puis après, une pâtisserie, quoi. Tu vois, histoire de... de balancer le repas. Voilà. Et bon, de temps en temps, une fois comme ça, dans la semaine, pourquoi pas, mais tous les jours, non. Et donc, je me suis dit, tu vois, manger juste un fruit, un yaourt sans sucre à la fin du repas, pour moi, c'était pas un dessert satisfaisant. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve autre chose. Donc, je me suis créé mon petit dessert que j'adore. Je vais te raconter après, voilà, à tester. C'est tout bête, hein. C'est un fromage blanc de brebis ou un skyr de brebis ou, je prends plutôt brebis parce que la vache est un peu plus inflammatoire, donc on va éviter. Après, je vais rajouter un fruit, donc n'importe quel fruit, hein, pour justement apporter un petit peu ce côté sucrant, naturel. Et après, le petit truc pour faire la touche finale et qui fait toute la différence, c'est de rajouter un peu de purée d'oléagineux. Donc moi, je mets de la purée de noisettes grillées. Et ça, je trouve que ça donne un effet, entre guillemets, pâte à tartiner, dont je ne citerai pas le nom, mais sans sucre, parce qu'en fait, c'est 100% noisettes. Des fois, moi, j'ai des personnes qui me disent, je rajoute de la noix de coco râpée dessus. Bon, voilà, chacun son truc. Il faut trouver son petit topping, on va dire, qui va bien. Et quand on a un petit dessert comme ça, c'est plus sympa que juste un fruit ou juste un yaourt, quoi. Ouais, c'est vrai. J'aime l'idée. J'imagine que tu as fait une transition pour en arriver là. Je pense que peut-être il y a certaines personnes qui vont écouter, ils vont se dire « Ouais, mais moi, si j'ai pas ma glace le soir, je me vois pas le remplacer par du yaourt avec du fruit. Et genre, ça va, je sais pas à quel point ça va me combler mon besoin de sucre. Comment ça se passe justement la transition? Non. Après, tout dépend d'où tu pars. J'avais tendance à surtout craquer le soir, tu vois, prendre biscuits, chocolat au lait le soir, donc le truc pas terrible. Et midi, j'arrivais à gérer, tu vois. Donc à ce moment-là, j'étais plus sur mon travail, moi c'était plus le soir. Donc c'est vrai qu'après, je me suis dit, déjà, il faut que je mange suffisamment. Parce que le soir, j'avais tendance aussi à prendre la petite salade, donc forcément, après, tu te trouves sur le sucré. Ouais. Donc déjà, manger quelque chose qui va être rassasiant avec un petit peu de protéines, peut-être moins le soir que le midi, mais un petit peu quand même. C'est pour ça que moi, j'aime bien mettre les féculents le soir comme les légumineuses, parce que du coup, t'as pas besoin de rajouter vraiment de protéines, parce que ça en contient déjà. Ça cale bien. Tu rajoutes aussi toujours pas mal de légumes pour aller avec. Tes petites épices, tes herbes, un peu d'huile d'olive, tu vois, ou même d'huile de sésame pour donner un petit peu de goût. Enfin voilà, un truc un peu sympa. Et ensuite, déjà, t'arrives au dessert. Comme t'as mangé ça avant, t'as quand même moins faim. Mais j'aime bien quand même terminer par une petite note sucrée. Donc en fait, t'as plusieurs solutions. Souvent, ce qui est intéressant, c'est d'attendre un quart d'heure, 20 minutes avant de prendre ton dessert. Donc pendant ça là, tu ranges un peu ta cuisine, etc. Parce que
c'est le temps que le cerveau, il reçoit l'information, en fait, que ton estomac, il est plein. C'est juste ça. Moi, au départ, j'étais là, hop, je laissais toute ma cuisine en bazar. Tu vois, je mangeais mon plat et après, j'allais nettoyer. Et ensuite, je me suis dit, bon, là, est-ce que j'ai vraiment faim? Et souvent, oui, j'avais encore un petit peu faim, mais du coup, moins que si j'avais consommé tout de suite mon dessert, tu vois. Et donc là, je me suis dit, je vais prendre des oléagineux. Donc, les amandes, des noix de pécan, enfin, ce qu'on veut. Parce que ça, je savais que ça rassaisit vite. J'aimais bien en goût. Et puis, c'est plutôt sain pour la santé. Après, évidemment, faut pas faire le paquet entier parce que c'est très gras, évidemment. Ouais, c'est ça. Et j'ai essayé de me dire, allez, j'en prends maximum 7-8, tu vois, le soir. Et au départ, j'ai pas cherché à vouloir perdre du poids, j'ai juste cherché à changer mes habitudes. Alors des fois, je prenais juste 5 noix et puis avec, j'accompagnais d'un carré de chocolat. Et en fait, le carré de chocolat, ce que j'ai fait, c'est que je suis passée du chocolat au lait au chocolat noir, mais je l'ai fait là aussi en douceur. Parce que forcément, quand t'aimes le chocolat au lait, le chocolat à 70-80%, t'aimes pas. Hein. C'est violent. C'est vraiment violent, l'amertume. Donc là, forcément, tu vas par étapes. Et petit à petit, je me suis fait plein de plaques de chocolat dans les magasins. Et en fait, c'est vrai que tu as des variétés très différentes de la provenance du cacao. Il fait que derrière, il y a des chocolats qui sont très amers et d'autres beaucoup moins. Et tu vois, il y en a certains, j'arrive pas, même encore maintenant, j'arrive pas à les manger parce que je trouve beaucoup trop amers. Et il y en a d'autres que j'apprécie vraiment. Et je suis montée à 85-90%, tu vois, de cacao. Ouais. 100%, j'ai essayé, mais non, ça passe pas. J'adore le chocolat noir, moi aussi. J'y vais aussi souvent à 80-85%, mais pareil, le 100%, il est hardcore. Oui, c'est un peu hard. Je pense que, et puis tu l'as dit, c'est vraiment le fait d'y aller progressivement, surtout avec le sucre, parce que, comme tu dis, il y en a partout, il y a des tentations partout, c'est compliqué. Et genre, si on décide du jour au lendemain de dire, OK, j'en prends plus et je switch complètement, je pense que c'est un peu trop difficile de tenir. On a l'impression d'être privé. Oui, surtout qu'au départ, le corps, il va être en manque. En fait, t'as à peu près un petit mois, on va dire, où le corps va vraiment être en manque. Et parce que c'est un effet entre guillemets presque peut-être pas comme une drogue, mais addictif malgré tout. Et c'est vrai que moi, le premier mois, j'ai trouvé très difficile, tu vois. Alors, je suis pas allée franco d'un coup. Hein, j'ai continué avec mon chocolat, donc j'ai monté petit à petit le pourcentage de cacao. Je me suis fait quand même quelques petits goûters. Avec des gâteaux personnels, avec moins de sucre, tu vois, avec des farines complètes, histoire de me faire plaisir quand même. Et du coup, ça m'a permis de tenir. Et une fois que le premier mois est passé, tout de suite, ça va beaucoup mieux. On a moins cette envie de sucre. C'est beaucoup plus facile. Et en fait, comme tu vois aussi que ça va mieux en termes d'intestin, tu vois, que tu te sens plus en forme, tu te dis, ça vaut le coup de continuer. Donc, ça te motive aussi un peu. Aussi, moi, je conseille toujours déjà, c'est au niveau des boissons, si on boit des choses sucrées, c'est la première chose à enlever. Parce que ça, en fait, on se rend pas compte de la quantité, mais on en prend une quantité énorme, sans s'en rendre compte. Alors, de l'eau, c'est l'idéal, mais si on est habitué à avoir de l'eau avec un peu de goût, on peut rajouter, tu vois, un peu du citron, on peut rajouter, moi, des fois, j'aime bien mettre un peu de gingembre, des infusions, on peut trouver des choses, en fait, qui sont quand même sympas. Après, ça va être effectivement de faire attention un peu à ces desserts. Voilà. Et après, se dire, là, une fois qu'on en est là, on va aussi attaquer le petit déjeuner. Ah, le petit déjeuner alors. On a tendance à mettre du pain, à mettre des céréales, à mettre, alors pas automatiquement beaucoup de sucre, mais on va quand même rajouter des choses, tu vois, ou même des céréales qui sont sucrées. Et souvent, c'est beaucoup trop riche en glucides. Et en gros, le petit déjeuner qui serait idéal, ce serait, en fait, il faut qu'il contienne des protéines. Donc, idéalement, ça serait de mettre par exemple des œufs ou éventuellement si on n'est pas très le matin, on peut très bien prendre le jambon, tu vois, des choses comme ça, mais on peut très bien prendre du skyr, tu vois, ou même un yaourt de brebis qui va apporter un peu de protéines. Ensuite, il faut idéalement avoir un peu de bonne graisse pour tenir. Donc, tu vois, des noix, des amandes, ça c'est idéal, même un avocat. Et après, un peu de fibres. Et les fibres, moi, souvent, ce que je fais, c'est que je prends juste un fruit le matin. J'essaie de prendre des fruits plutôt rouges, les baies qui sont très peu sucrés. Mais ça peut être aussi, on peut prendre des kiwis, on peut prendre une orange. La banane, on peut en prendre, mais c'est un fruit qui est assez sucré, donc ce sera peut-être pas celui que je recommanderais le matin. Et si tu veux, une fois que tu as toutes ces combinaisons-là, pourtant j'ai pas mis de pain, j'ai pas mis de céréales. En fait, tu te rends compte que c'est ça qui est assez impressionnant. Faut le tester. Hein.
et ben tu te rends compte que t'as pas faim à 10h ni 11h et t'arrives sans problème à tenir jusqu'à midi, même si tu prends ton petit déjeuner à 6h du matin. Mhm. Je suis tout à fait d'accord. Moi, je suis la team petit déjeuner salé. Puis souvent, c'est des œufs brouillés. Des fois, je mets quelques amandes Mmh. avec une pomme, par exemple. Ouais. Puis en effet, j'ai pas faim à 10h alors que je le mange vers 7-8h, par exemple. Ça a été difficile de faire cette transition parce qu'au début, je prenais du pain, même si c'était du pain complet. Mais genre, il y avait le côté, si j'enlève ce pain, je vais avoir faim. Genre, comme si c'était le pain qui tenait, comme si ça rassasiait vraiment le matin, en fait. Mais c'est souvent ce retour, tu vois, des personnes qui me disent, oh là là, mais si je mange pas de céréales ou de pain le matin, je vais pas tenir. Exactement ça. Et je leur ai dit, bah, fais le test. Essaye. Ouais. Parce que moi, au départ aussi, je suis allée sur les flocons d'avoine, parce qu'au départ, mon petit déjeuner, quand j'étais jeune, était une catastrophe. Et donc, petit à petit, bon, en vieillissant, tu te dis, bon, allez, je vais quand même aller sur des trucs un peu plus healthy. Alors, tu penses aux flocons d'avoine. Alors, c'est pas mauvais, hein, un petit peu de flocons d'avoine. Je pense que ça dépend là aussi d'où on part. Et il existe aussi, moi, je sais que dans mes livres, je propose des fois des pains qui sont très peu riches en glucides, où il y a un petit peu, mais pas beaucoup. Il y a aussi des graines, il y a pas mal d'autres choses. Donc, ça peut aussi convenir. Ce qu'il faut, c'est pas en prendre trop en quantité. Tu vois, par exemple, les gens qui aiment bien le pain, je leur dis, bah, tu peux garder une tranche de pain. Essaye de la choisir plutôt complet. Mais au lieu de prendre 3 tranches de pain, bah, à la place, c'est pas en garder juste une, du coup, c'est pas grand chose. Je dis non, tu prends une tranche de pain et tu vas rajouter à la place de tes 2 autres tranches de pain, tu vois, un œuf brouillé ou un demi-avocat ou des amandes, des noisettes, un skyr, enfin, voilà, éventuellement des jambons si on est plutôt salé. Et c'est vrai que c'est pas, en fait, c'est ça qui est génial dans cette alimentation, c'est pas se dire, j'enlève des choses, c'est que je remplace par des choses qui sont mieux, qui vont mieux me rassasier. Tout à fait. Puis du coup, les fruits le matin, parce que c'est quelque chose qui ressort beaucoup. Et il y en a qui disent non, il faut pas commencer par les fruits. Les fruits le matin, c'est pas bon. Il y a un pic de glycémie, c'est trop sucré. Qu'est-ce que toi tu dis sur ce sujet-là? Bah, en fait, ce qui est pas bon, c'est de prendre un fruit qui va être mixé, qui va être, oui, en jus, parce que là, pour le coup, t'as plus les fibres. Là, en fait, le sucre va arriver très vite dans le sang, et c'est là où c'est pas bon. Après, manger juste un fruit, tu prends juste une banane, pour le coup, comme c'est assez sucré, la banane, c'est peut-être pas l'idéal. Mais tu vois, à la limite, je pense par exemple, aux fraises. Ben, les fraises, c'est tellement peu sucré qu'à la limite, bon, si on a envie de manger que quelques fraises, ça ira, tu vois. Il y a quand même des fibres avec, ça va permettre de pas avoir une arrivée trop rapide de sucre dans le sang. Mais je pense que le mieux, c'est, voilà, de faire des petites combinaisons. Le fruit, si tu l'accompagnes, je trouve que c'est très bien. Et à la limite, si tu préfères, mange plutôt tes œufs avant, ça sera peut-être pas plus mal, et mange le fruit en dernier. Et du coup, voilà, le fruit entier, pour moi, ça va être le meilleur sucre qu'on peut utiliser. Et du coup, le soir, est-ce qu'il y a certains fruits qu'il vaut mieux éviter avant d'aller se coucher ou pas du tout? Là, le soir, il y a moins de problèmes. Non, parce qu'en fait, le matin, on est hypersensible au sucre. Parce qu'en fait, on a, tu sais, l'hormone on va dire, c'est l'hormone du stress, mais c'est une hormone, en fait, qui est naturellement présente le matin. C'est le cortisol. En fait, le cortisol, il augmente le matin et après, il va descendre petit à petit. Et en fait, le cortisol, ce qu'il fait, c'est qu'il apporte du sucre dans le sang pour, en fait, donner de l'énergie pour commencer la journée et pour être active. Et c'est pour ça que le matin, on n'a vraiment pas besoin de sucre parce qu'il y a déjà, en fait, ce cortisol qui va permettre d'apporter du sucre dans le sang. Donc, on n'a pas besoin d'en rajouter. Alors que en fin de journée, ça commence à baisser. Donc, de rajouter un petit peu de sucre avec des fruits, franchement, aucun problème. Il faut pas s'interdire le fruit en dessert le soir. Après, pour moi, c'est plus le fruit en fin de repas. C'est plus, il y a des personnes qui vont avoir du mal à le digérer le soir. Enfin, le soir ou en tout cas après un repas. Mais ça dépend. Là aussi, on est très différents. Il y a des gens qui vont être hypersensibles en fait au fructose du fruit et qui vont pas supporter à la fin d'un repas, et d'autres qui n'ont pas de problème. Donc là, faut aussi s'écouter. Oui, c'est vrai que ça dépend de chacun. Et si je résume, en fait, l'alimentation IGBA, on enlève en fait les sucres ajoutés. Par exemple, je sais qu'il y a dans tout ce qui touche aux boîtes de conserve. Des fois, je sais que dans les petits pois ou dans les haricots verts, il y a du sucre qui est ajouté. Genre, comment est-ce qu'on navigue à travers toute cette alimentation-là? Quand on va faire ses courses, par exemple, vers quel aliment est-ce qu'on se tourne plutôt que d'autres? Pour moi, faut pas non plus... Enfin, tu vois, je veux dire, dans les boîtes d'haricots verts que tu achètes, à la limite, tu rinces bien. Tu rinces bien l'eau des haricots verts. Enfin, tu vois, tu la jettes et tu rinces. T'enlèves quand même le gros et faut pas non plus, enfin, tant qu'il n'y a pas d'additifs, ce qui est mauvais vraiment, c'est les additifs, tu vois. Donc par exemple dans les sauces tomates, on arrive aussi à en trouver qui sont sans sucre ajouté.
C'est que la tomate, elle va contenir naturellement du sucre, mais souvent les industriels, ils vont rajouter encore du sucre en plus pour un petit peu diminuer l'acidité et que ça se conserve bien, etc. Et pour le coup, on peut en trouver sans sucre ajouté, donc autant prendre sans sucre ajouté. Moi, franchement, en termes de goût, je vois pas la différence. Enfin, tu vois, donc des fois, faut un peu fouiner, mais on finit par trouver. Et après, il y a du sucre ajouté dans tout ce qui est surtout très industriel. Tu vois, les plateaux préparés, ils en rajoutent parce que c'est des exhausteurs de goût derrière. Si on arrive à trouver des aliments en fait suffisamment bruts, après, on peut s'aider aussi des produits surgelés qui sont quand même vraiment pratiques au quotidien. Moi, de temps en temps, tu vois, je fais pas tout maison. J'adore le pesto, mais le pesto, je le fais pas toujours maison parce que j'ai pas le temps. Et là aussi, tu as des produits qui contiennent du sucre. Alors, je dis, ah non, il y a même des industriels qui rajoutent de la fécule de pommes de terre dans des pots de pesto pour les épaissir. Et ça, en termes d'index glycémique, c'est catastrophique. On va dire que les premières fois, on va faire ces courses, ça peut être un peu long parce qu'il faut bien rééplucher toutes les étiquettes. On n'y va pas avec les enfants. Oui, voilà. Une fois que c'est fait, après, tu connais les produits qui vont bien, tu les prends, enfin, tu te poses plus la question. Et après, il faut essayer de cuisiner un minimum. Et je sais qu'on n'a pas toujours le temps. Mais moi, je sais que personnellement, j'essaie toujours de faire des trucs simples. Et je pense que le secret de la réussite, c'est les légumes. Les légumes, souvent, les gens ne mangent pas parce que c'est long à préparer. On sait pas trop comment les cuisiner. Et si déjà, on s'organise un petit peu, tu vois, qu'on fait cuire ces légumes à l'avance pour 3 jours. Après, tu les mets dans des boîtes et tu dis comme ça, le soir, quand tu rentres, t'as pas envie de cuisiner, t'as juste, tu vois, il y en a, ils font juste des pâtes et c'est bon. Ben, pourquoi pas? Tu fais des pâtes et c'est bon, mais derrière, tu vas te rajouter la moitié de légumes, le double de légumes par rapport aux pâtes que tu prends. Si possible complète, évidemment, c'est encore mieux. Et au moins, si tu veux tes légumes, ils sont déjà prêts, t'as juste à les réchauffer. Et pour leur donner une saveur un peu plus sympa, tu peux mettre des épices, tu peux mettre, un petit peu d'ail, d'huile d'olive. Des fois, l'huile de sésame aussi, ça donne un petit goût un peu sympa. Et ça, c'est les petits plus qui vont faire vraiment la différence. Et comme ça, ça te demande pas vraiment de temps de préparation. Alors oui, il y a un petit peu d'anticipation. Après, ça peut arriver qu'il y ait des jours, mince, j'ai plus de légumes ou j'ai pas le courage. Et à ce moment-là, moi, j'ai toujours des légumes que j'ai toujours chez moi parce que je sais que je cuisine très vite. C'est les épinards et les champignons. Très vrai. Ça, on est d'accord, les épinards, en 30 secondes, 100%. c'est cuit. Les champignons à la poêle, c'est très vite fait. Tout le monde n'aime pas, hein, mais après, on peut rajouter même des fois un tout petit peu de feta dessus, tu vois, à réchauffer. Ça donne un petit goût vraiment sympa aux légumes. Enfin, il y a plein de possibilités dans mes livres. Je donne plein d'idées comme ça pour accompagner les légumes simples et rapides. Tu vois, un peu de pesto aussi. C'est plus que sur les pâtes, le pesto. C'est vrai. On peut en mettre dans les légumes. Non, mais c'est vrai, c'est plein de petites astuces comme ça, je pense, qui facilitent un peu la cuisine, enlever un peu cette charge. On a l'impression que c'est très compliqué l'alimentation. Et toi, du coup, quand tu cuis tes légumes, est-ce que tu fais plutôt est-ce qu'il y a des cuissons que tu privilégies? Genre, est-ce que c'est plus vapeur, grillé, ou est-ce que c'est vraiment un mix de tout? Et parce que pour garder aussi un peu les vitamines, les minéraux. Alors évidemment, la cuisine à la vapeur, c'est mieux. Ouais, ça, c'est sûr pour la santé, ça garde plus les vitamines, etc. T'as pas de développement de composés qui sont pas terribles. Mais après, je pense qu'il faut aussi garder à l'esprit qu'il faut quand même se faire plaisir et que de temps en temps, moi, ça me fait plaisir de manger certains légumes qui sont dorés au four un tout petit peu. Alors le but, ça va pas être d'exagérer la dorure, mais un petit peu, tu vois. C'est vrai que l'aubergine au four, c'est super bon, quoi. Alors j'aime bien aussi à la vapeur. Des fois, je change, mais je trouve que quand tu varies, c'est ça qui fait que tu te fais plaisir. Et manger que des trucs, tu vois, brûlés à la poêle, non, enfin trop dorés à la poêle, non, effectivement, c'est pas terrible pour la santé. Mais de temps en temps, voilà, si t'as envie de faire des petits champignons un peu dorés, pourquoi pas. Mais après, on se rend compte qu'à la vapeur, tu vois, l'aubergine à la vapeur, moi, je trouve ça vraiment bon. Je rajoute un peu d'huile d'olive une fois que c'est cuit. Et du coup, elle est vraiment tendre. Et même la peau, tu vois, est toute molle. Et c'est vraiment bon. Donc, faut faire des tests. Ah, faut y tester. J'ai jamais essayé. Je vais tester l'aubergine à la vapeur. Et du coup, les crudités, parce que moi, personnellement, je mange beaucoup de crudités. Genre, j'aime beaucoup cette forme d'aliments, mais je sais qu'il y en a qui disent qu'ils digèrent moins. Est-ce que c'est plus une question d'accoutumance ou c'est vraiment une question de microbiote En fait, les crudités, c'est vrai qu'on n'est pas tous égaux là-dessus. Il y a des gens qui ont du mal à les digérer. En fait, dès que tu as des problèmes d'intestin un peu irritables, tout de suite, ça passe pas. Il faut y aller aussi en douceur. Tout ce qui, par exemple, tu vois, tomates ou concombre. Si t'enlèves la peau et les grains, c'est beaucoup plus digeste. Donc, les personnes qui ont des problèmes de digestion, on peut trouver des solutions comme ça.
Et après, l'avantage des crudités, c'est que tu gardes vraiment les vitamines. Donc ça, c'est top. Et puis, il n'y a pas de cuisson. Donc, tu gagnes du temps aussi. Exact. Tu coupes, c'est fini. Donc, moi, j'avoue que ça, j'adore. Mais il faut aussi savoir que quand on mange un index glycémique bas, et ben, comme tu manges moins sucré et que tu manges plus de fibres, et ben, tu aides vraiment à rééquilibrer ton microbiote. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on se digère mieux, qu'on a moins de problèmes de santé, qu'on a un système immunitaire qui est beaucoup plus performant, qu'on se sent mieux aussi parce que le microbiote, il sécrète la sérotonine, là. Il aide à fabriquer la sérotonine, l'hormone du bien-être, là. Donc, en fait, c'est vraiment un cercle vertueux et plus on a le microbiote qui est en forme, plus, en fait, tout est facile, tout est... En fait, c'est ça, enfin, c'est vraiment le cercle vertueux. Et c'est vrai qu'au départ, faut y aller en douceur. Si on a des petits soucis d'intestin, faut pas du jour au lendemain mettre 3 tonnes de fibres parce que alors là, on va pas supporter. Donc, on intègre petit à petit. Les fibres douces, tu vois, sont beaucoup plus digestes. Donc, tu vois, tout ce qui est évidemment légumineux, c'est un peu plus dur à digérer. Ou la peau des légumes contient des fibres insolubles. Donc ça, c'est un peu plus difficile. Donc, à la limite, on épluche les légumes. Ou les légumineuses, on va les mixer un peu pour aider à ce que ça soit plus facile à digérer, des choses comme ça, tu vois, au départ, pour débuter. Et puis, au fur et à mesure, on augmente. On y va par palier, on va dire. Ouais. Et on peut aussi s'aider d'un probiotique au départ pour un peu réguler les choses. Oui, c'est sûr que la santé de notre intestin, enfin, de notre deuxième cerveau, on appelle ça notre deuxième cerveau, notre ventre, de plus en plus, on s'en rend compte, on a de plus en plus d'informations là-dessus, et puis ça a énormément d'impact sur notre santé mentale. En fait, le sucre, il est inflammatoire pour nous à ce niveau-là. Ouais. C'est ça le problème. Le sucre, il est inflammatoire en excès. Un petit peu de sucre, tu vois, provenant des fruits, provenant de, tu vois, des fois, tu peux en avoir effectivement dans certains même légumes. Hein, les carottes, il y a un petit peu de sucre dedans, mais ça reste naturel. Et puis pareil, dans le chocolat, quand tu prends du chocolat noir un peu fort en cacao, il y a un peu de sucre dedans. Il y en a pas énormément, tu vois. Quand tu as 90%, un carré de chocolat, ça te fait 1 gramme de sucre. C'est rien. Donc, on peut se permettre, faut pas se dire plus jamais je mange de sucre parce que ça, c'est un peu difficile. Alors, il y en a qui arrivent, mais bon, moi, personnellement, non. Et tu vois, quand on veut se faire un petit goûter un peu sympa, là, un peu plus élaboré, moi, je me fais un petit cake. Enfin, j'aime beaucoup le banana bread, même le gâteau au chocolat. Hein. Et si tu veux, par rapport à avant, le gâteau au chocolat, avant, je mettais 100 grammes de sucre dans mon gâteau au chocolat. Maintenant, ça me paraît fou parce que je me dis, attends, le chocolat, il y a déjà énormément de sucre dedans. Pourquoi je vais en rajouter? Et au départ, j'ai commencé comme ça. Je me suis dit, tiens, je vais en mettre la moitié en moins pour voir. Puis je me suis dit, en fait, ça passe largement. Et à la fin, j'en mettais plus. J'avais juste le sucre du chocolat qui sucrait et ça me suffisait. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment y aller par étapes. Si on a du mal si on n'a pas envie de tout arrêter, et puis ça peut être normal. Des fois, on a besoin aussi d'un petit truc sucré. Et moi, de temps en temps, ça m'arrive, hein, si vraiment j'ai envie d'un gâteau que j'adore dans une boulangerie, je me fais plaisir, j'y vais, mais faut que ça reste très occasionnel. J'ai des petits desserts aussi, tu vois, que je rajoute un tout petit peu de sucrant, du style naturel, hein, toujours, parce qu'il faut éviter les édulcorants qui sont pas bons pour la flore intestinale, mais tu vois, on peut mettre un petit peu de sirop d'érable, on peut mettre un petit peu de sirop d'agave, mais par contre, il faut quand même pas en mettre trop, parce que derrière, ils sont riches en fructose. Tu vois, le fructose, c'est aussi pas très bon pour le foie, donc un petit peu, t'auras aucun problème, mais dès qu'on en prend trop, ça y est. Donc, c'est pour ça que, voilà, d'avoir des petits rendez-vous un petit peu plus sucrés de temps en temps, je pense que c'est important pour le moral et parce qu'on a envie. Et en fait, plus on avance dans le temps, plus c'est facile de plus en prendre. Si on trouve des petits trucs qui fait que ça matche bien, et tu vas commencer à aimer et puis de plus en plus ton palais s'habitue et puis tu pourras plus revenir en arrière. Hein. Moi maintenant je peux plus. Ah, c'est sûr. Est-ce que quand tu manges des aliments qui sont plus industriels, sucrés, est-ce que genre vraiment tu sens au niveau de ton palais le goût qui est vraiment wow, genre comment est-ce que c'est sucré? Je ressens le sucre énormément et des fois ça me choque et il y a des trucs je fais c'est écœurant, je peux pas. Mais ce que j'ai remarqué c'est que une fois voilà, ça m'est arrivé tu vois, dans les périodes des fêtes par exemple, là tu as des très très bons gâteaux, soit qui sont un peu sucrés mais en même temps avec le reste, tu vois le chocolat machin, ça passe bien quand même. Et par contre, ce que je ressens après, c'est après le repas. Déjà, je me sens très lourde, je me sens pas bien au niveau du ventre et surtout, j'ai une sensation de soif qui est énorme. Et c'est là où je me dis, ah ouais, là, j'en ai pris trop. Bon, après, voilà, de temps en temps, c'est pas dramatique et c'est pas grave. Il faut pas se stresser aussi avec l'alimentation. Hein. Là-dessus, moi, je préfère me dire, si je veux faire un écart, ok, je le fais sans culpabilité, mais à ce moment-là, j'en fais qu'un dans la journée, tu vois.
C'est vraiment une question d'équilibre. Mais par exemple, admettons qu'on est dans une transition pour passer sur une alimentation à IG bas et puis que ça se passe bien et tout, mais que par exemple, on va partir en vacances ou alors on va aller au restaurant parce qu'on n'a pas envie non plus de se couper de notre vie sociale, etc. Ce serait quoi les petits conseils que tu donnerais ou par exemple, quel type de restaurant privilégier et quel type de plat commander à privilégier aussi? Il y a quand même beaucoup de restaurants où tu peux trouver des choses. Tu vois, par exemple, quand tu vas chez le restaurant japonais, ça maintenant on le trouve partout, je vais éviter le riz à sushi qui a un index glycémique assez élevé, mais du coup, je vais prendre les sashimi. Et alors après, tu as les crudités, les fameuses crudités, tu sais, que tu as toujours avec, là. Souvent, ils rajoutent un peu de sucre dans la sauce, ça je le sais, mais je veux dire, par rapport à tout le reste que tu prends, c'est pas très grave. Enfin voilà, faut pas non plus se prendre la tête sur ça. Et avec tout le reste, ça fera baisser l'index glycémique, donc c'est très bien. Moi, j'aime beaucoup les restaurants libanais parce que pour le coup, ils font pas mal de légumineuses. Ça, c'est chouette. Ils font aussi pas mal de légumes, donc là-dessus, tu peux vraiment trouver ce qu'il faut. Après, tu as le restaurant... alors, ce qui est plus dur, c'est l'italien. Mais en fait, chez l'italien, tu peux aussi trouver des légumes grillés. Tu as des salades repas aussi, tu vois. Donc là aussi, tu peux trouver... parce qu'évidemment, la pizza et les pâtes sont pas l'idéal. Mais après, si vraiment de temps en temps, on en a envie, ça m'est déjà arrivé d'aller en Italie. Et là, pour le coup, sur une semaine, il y a quand même une fois où je me suis fait une pizza parce que j'avais envie. Et à ce moment-là, je mange pas toute la pâte, tu vois, qui est autour et puis je prends une salade aussi en plus, tu vois, pour un petit peu combler. Parce qu'en fait, dès que tu vas rajouter des légumes, de la salade, des crudités, enfin, des choses qui apportent des fibres, tu vas baisser l'index glycémique de ton repas. Et après, il faut savoir, l'avantage aussi, c'est que souvent en Italie, les pâtes sont vraiment al dente. Donc, l'index glycémique est aussi un petit peu plus bas que si tu les cuis trop, tes pâtes. Et par contre, moi, à chaque fois que je vais au restaurant, j'avoue, je prends pas de dessert parce que je me dis, comme ça, au moins, je préfère, on va dire, prendre, tu vois, la pizza, mais je prends pas de tiramisu. Le choix Ça fait cornélien. un peu trop. Je crois en quantité, ça fera un peu trop. Et donc, je me rajoute éventuellement une salade avec, tu vois, pour aller avec, ou des légumes grillés. Et puis, surtout, j'évite le pain, parce que alors là, ça, c'est vraiment traître. Le pain, tu sais, quand t'attends que t'as faim, tu prends du pain, et là, en fait, tout de suite, ça te blinde le ventre. En plus, tout de suite, ça va te faire un pic de glycémie, dans le corps. Donc, c'est pas du tout la bonne idée, ça. Après, voilà, si on a vraiment très envie une fois, c'est pas dramatique, mais c'est plus, tu vois, si on a beaucoup d'écart, au bout d'un moment, ça commence à faire trop et on peut retomber après dans les travers du sucre. Et ensuite, quand tu vas chez des amis, là, c'est plus délicat. À ce moment-là, il faut essayer de choisir, on va dire, en maximum les choses qui vont être mieux. Donc, à l'apéro, tu vois, tu vas éviter tout ce qui, évidemment, jus d'orange, et si possible, d'éviter l'alcool si on y arrive. Mais préférer, tu vois, une eau badois ou avec un truc un peu citronné. Et puis choisir les cacahuètes plutôt que les chips, tu vois, des choses comme ça, ou même les crudités, les houmous, ça on peut, hein. Et puis au repas, voilà, on évite aussi le pain, tu vois, on va essayer de trouver des petits trucs comme ça en plus. Dès qu'il y a des légumes, on en prend plus que les féculents, enfin. Et puis bon, le dessert, on se fait plaisir, on prend quand même une petite part de dessert, mais pas trop en quantité, quoi. C'est vraiment une question de changer un peu nos habitudes et notre façon de voir les choses. Mais j'ai une question peut-être que tu as entendue énormément, c'est avec les hivers là qui arrivent, enfin les mois froids qui arrivent, qu'en est-il de la raclette et des patates fromage? Comment faire? En fait, moi, j'ai ma technique, mais qui va peut-être pas plaire à tout le monde. Mais écoute, je trouve ça bon, moi, personnellement. Si tu veux vraiment manger de la pomme de terre, c'est vrai que la pomme de terre a un index glycémique élevé, mais la meilleure façon de la manger, ce serait cuite à la vapeur avec la peau, parce que du coup, l'index glycémique est un peu plus bas. Mais tu vois, une raclette, moi, je conseille pas de manger que de la pomme de terre. Moi, personnellement, la raclette, je mets du chou-fleur avec, parce que j'aime bien. Avec le fromage, je trouve que ça va super bien avec, et c'est beaucoup plus digeste. Et à la limite, si tu veux vraiment des pommes de terre, tu pourrais te dire, je fais un mix pommes de terre et chou-fleur. Après, si on n'est pas très chou-fleur, on peut mettre des champignons, on peut mettre, tu vois, d'autres choses, hein. On trouve d'autres légumes avec les poireaux. Moi, je trouve ça super bon aussi avec une petite fondue de poireaux. Mais c'est vrai que voilà, si on fait comme ça permet de limiter la casse et on se fait quand même plaisir avec le fromage. Et après, t'as aussi toutes les courges d'hiver. C'est vrai que les courges, c'est un peu plus rassasiant que les légumes tu vois, verts. C'est un index glycémique un petit peu plus élevé, mais c'est très peu riche en glucides, donc faut pas se prendre la tête sur là-dessus. C'est vrai que l'index glycémique, c'est quand même quelque chose qui reste malgré tout. Si tu regardes juste l'index glycémique, c'est un peu faussé dans le sens où l'index glycémique, ça te montre la qualité d'un glucide, on va dire. Est-ce qu'il va augmenter vite ta glycémie ou pas? Mais ça prend pas en compte la quantité.
Et effectivement, si tu prends un sucre ou 10 sucres, t'as pas le même effet, tu vois. Et ben, c'est un peu le même principe. Si tu prends une courge entière et un petit bout de courge, là aussi, t'as pas du tout le même effet. Et c'est pour ça que faut pas avoir peur des courges qui ont un index glycémique un peu plus élevé, parce que ça contient tellement peu de glucides. Il faudrait te faire la butternut en entier pour que ça augmente un petit peu ta glycémie. En général, on prend pas une butternut en entier, hein. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi une histoire de quantité dans l'index glycémique. Il y a aussi une histoire d'association. Voilà, si tu mets suffisamment de légumes, t'en prends pas trop, tu vois, des choses qui ont un index glycémique plus élevé, bah tu peux. J'essaie d'avoir vraiment cette approche de d'équilibre, parce que si tu me dis je peux manger tout ce qui est IGBA, bah en fait tu peux manger du saucisson toute la journée. Enfin tu vois, tu peux manger certains trucs qui sont pas terribles pour la santé. Donc c'est pour ça que il faut quand même faire attention. C'est pas que ça qui doit être fait en fait. Qu'est-ce qui revient souvent auprès de, tu sais, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, auprès de tes abonnés, auprès de tes lecteurs, dans tout ce processus-là d'aller vers une alimentation qui est un petit peu plus en équilibre? Bah, moi, les grands retours que j'ai, c'est la perte de poids, parce que souvent les gens c'est ce qu'ils veulent, mais en fait, il y a beaucoup de gens, heureusement, qui se rendent compte derrière que il n'y a pas que la perte de poids, et qu'il y a la santé. Il y a beaucoup de personnes qui ont des maladies inflammatoires et qui voient une amélioration. Donc ça, c'est vraiment génial, je trouve. Souvent, les personnes très stressées, c'est sûr que c'est plus dur, parce que quand on est stressé, on va aller sur le sucre, forcément. Donc là, il faut essayer de faire attention, tu vois, à penser à soi, à essayer de réduire le stress en premier. Parce que l'alimentation émotionnelle, c'est quand même, tu vois, c'est le sujet de mon 3e livre, parce que c'est vraiment quelque chose qui fait que, c'est là où on a des écarts. Et c'est pour ça que quand tu travailles sur toi, vraiment, pour essayer de réduire le stress, prendre du temps pour soi, essayer, alors ça, par contre, ça se fait pas en 5 minutes, hein. Il faut vraiment travailler sur le long terme, essayer de relativiser, essayer de savoir dire stop, tu vois, pour prendre le temps de se retrouver du temps pour soi. C'est vraiment, en fait, faut plus faire l'impasse, parce que souvent on a tendance à s'oublier, et ça, c'est vraiment pas la bonne idée. Donc voilà, faut vraiment là-dessus essayer de travailler aussi là-dessus. Et après, les personnes qui ont plus de mal, il faut vraiment qu'elles se disent qu'il faut y aller par étapes. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Si on veut tout faire d'un coup, et le sport et l'alimentation, et non, on n'y arrive pas. Dire, moi, j'ai commencé par l'alimentation. Après, je me suis dit, bon, maintenant que c'est bien ancré, que je suis habituée, ça y est, ça va mieux, je vais attaquer un peu plus de sport. On peut faire les deux en même temps, hein, mais faut pas savoir tout faire en même temps. Je pense que derrière, on n'y arrive pas. Tout à fait. Et du coup, tu conseillerais lequel de tes 5 livres pour quelqu'un qui veut commencer, qui a envie d'en apprendre un peu plus, de tester des choses? Je pense que le tout premier, qui s'appelle J'ai réussi ma détox sucre, c'est vraiment celui-là qui va t'apporter vraiment toutes les grandes informations et explications. Après, si on veut continuer, qu'on connaît déjà un petit peu l'alimentation IGBA, tu vois, qu'on n'a pas besoin du coup d'avoir trop de détails, t'as le 3e livre qui va plus parler de l'alimentation émotionnelle. Et après, quand on a envie aussi de continuer cette hygiène et tout ça, il y a aussi le dernier là qui s'appelle Cuisine avec Bérangère et Bouge avec Alexia, qui là est plus sur les habitudes et puis le sport, sur tu vois comment faire un petit déjeuner différent, qui soit plus sain mais qui soit bon. Donc j'explique des bases, puis après t'as de la pratique avec des recettes très simples. Et pareil pour des plats un peu doudous, comment les revisiter. Tu vois, j'ai une tartiflette un peu revisitée. J'ai des gratins, tu vois, un peu sympas. Là aussi où j'ai fait des petites variantes. Et pareil pour les desserts, tu vois. Et c'est vrai que cet ouvrage, il est vraiment axé pour changer ses habitudes, que j'ai coécrit avec une coach sportive, parce que la première partie est sur le sport et la reprise du sport et l'importance du sport. Mais justement, est-ce qu'on peut parler un peu du sport? Ou donc c'est avec Alexia Cornu, c'est ça? Voilà. Pourquoi tu as décidé justement d'écrire ce dernier ouvrage avec toute la partie sport? Parce que tu vois, dans une hygiène de vie, tu peux pas juste changer ton alimentation et rester assis toute la journée, parce que forcément, le mouvement, c'est quand même hyper important. Et étant quelqu'un qui n'aime pas le sport, je me suis forcée, mais j'ai réussi, si tu veux, à trouver des choses qui déjà que j'aimais un peu plus. J'ai essayé de trouver le bon moment pour les faire, parce que le soir j'ai aucune envie personnellement. Voilà, j'ai demandé à Alexia Cornu, qui est vraiment spécialisée là-dedans. Moi je le suis pas, donc voilà, le but c'était de parler de ça. Et alors, elle propose quelques petits exercices, mais en fait il y a aussi toute une explication. Tu vois, je pense notamment surtout quand aux femmes qui arrivent au moment de la ménopause, on commence à grossir, et des fois on comprend pas pourquoi, parce que on mange bien, tu vois, on se dit mince, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est parce qu'à la ménopause, ta quantité ta masse musculaire qui baisse. Et en fait, le muscle, il va consommer de l'énergie même quand tu bouges pas. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument garder ses muscles, sans se mettre à la salle avec des poids très lourds à porter, hein. On peut faire des trucs très simples, hein.
Mais essayer de faire un petit peu de renforcement musculaire, ça change tout. En tout cas, c'est vraiment le sport en tout cas à faire pour augmenter son métabolisme de base et pour éviter de grossir. Ouais, puis c'est un moment pour soi aussi, je trouve. C'est un moment pour se vider l'esprit et genre on en a besoin aujourd'hui, on en a besoin vraiment dans notre semaine pour se vider un peu la tête. Est-ce que tu serais disponible pour prendre un petit 1 minute pour faire un jeu? Alors, est-ce que tu es plutôt farine de sarrasin ou farine d'épeautre? Farine de sarrasin, j'aime bien son petit goût. Plutôt banana bread ou pudding de chia? Ah, j'aime bien les deux, mais ça dépend des jours. Je dirais que le banana bread, quand même, c'est un truc que je fais très souvent. En fruits et légumes, plutôt abondance de l'été ou réconfort de l'hiver? Ah, abondance de l'été. Petit déjeuner salé ou petit déjeuner sucré? Moi, je dirais neutre. Dans le sens où je mets pas de sucre, mais je mets pas non plus des choses salées. J'ai juste rajouté un tout petit peu de fruits, donc un tout petit peu sucré. Un petit peu plus sucré, ok. Plutôt matcha ou café? Aucun des deux. Donc plutôt thé. Je suis pas traitée matcha, j'ai jamais aimé le goût. Donc, Ok. Prévoir ses repas ou improviser avec ce qu'on a sous la main? Prévoir ses repas parce que ça aide vraiment. En petit plaisir coupable, plutôt oléagineux ou carré de chocolat noir? Souvent, je fais les deux, mais le carré de chocolat noir à 86% que j'aime bien, là, j'avoue que celui-là, je le préfère quand même. Pour le dîner, légumineuse ou viande maigre? J'aime bien les deux, mais j'apprécie beaucoup les légumineuses, donc je dirais légumineuses. En petit snack, petit goûter, est-ce que tu prendrais plutôt de l'avocat ou du houmous? Du houmous. Bon. Plutôt infusion aux herbes ou chocolat chaud? Infusion. Et dernière question, plutôt cuisiner pour toi ou pour un groupe pour recevoir? Moi, j'avoue, je pense que t'es égoïste, je cuisine pour moi en premier. Mais après, j'aime aussi recevoir mes amis. Mais en fait, je trouve que c'est toujours compliqué quand tu as énormément de monde. Tu as plus de difficultés, je trouve, quand tu as beaucoup de monde pour cuisiner. Mais j'aime mieux aussi recevoir. Donc, entre les deux, on va dire. C'est parfait. Merci beaucoup, Bérangère. Est-ce que tu aurais un dernier petit mot de la fin pour wrapper, comme on dit, cet épisode? Moi, je dirais juste ça vaut le coup d'essayer, c'est juste le premier mois qui est difficile. Donc, faut tenir bon et surtout, on peut vraiment se faire plaisir. Il y a tellement d'impact positif sur la santé que franchement, ça change la vie. Enfin, moi, vraiment, ça m'a changé la vie et je me sens beaucoup plus d'énergie. Là, je vais avoir 47 ans et j'en ai beaucoup plus qu'à 30 ans. J'aurais pas du tout dit 47 ans perso, mais waouh. Merci infiniment, Bérangère. Merci pour tous ces conseils, tous ces conseils pratiques qu'on peut mettre en place tout de suite. Je vais mettre tous tes livres en description. Merci pour ton temps et c'était vraiment un très très bel échange. Merci beaucoup aussi à toi et puis à l'équipe. Et puis merci pour toutes les personnes qui vont écouter. Merci à vous pour votre écoute. Et si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cet épisode et surtout à nous suivre sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Bien-être Simple. On donne encore plus de conseils bien-être là-bas. Je vous dis à bientôt pour transformer votre vie, un épisode à la fois.